On va passer à la dernière séquence de la journée. On traitera l'implication du pharmacien hospitalier dans la promotion de la vaccination au sein des établissements de santé. Donc, j'appelle les deux intervenants. Merci beaucoup à rejoindre l'estrade. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, donc je passe la parole à Blandine, donc, qui est pharmacien donc, au sein de la mission vaccination de l'Omedit, et je profite pour remercier toute l'équipe de la mission vaccination qui sont au sein de la salle et qui interviennent en lien étroit au sein des différents départements. Donc je pense que vous connaissez bien, en tout cas de mieux en mieux. Et merci beaucoup. Merci Antoine. Donc on voulait vous proposer une séquence sur l'implication du pharmacien hospitalier dans la promotion de la vaccination. On a la chance d'avoir Younes Fourdaous qui est pharmacien au CHU de Bordeaux et Meriem Ayadi qui est pharmacienne à Cognac, à l'hôpital de Cognac, qui vont pouvoir vous partager leur implication dans la vaccination. Et donc, en introduction de cette séquence, on voulait simplement rappeler qu'à l'Omedit Nouvelle-Aquitaine, donc il y a une équipe qui est dédiée à l'appui et à la promotion de la vaccination de l'ARS, mais aussi à votre appui à vous sur la vaccination sur l'ensemble de la région. Donc, Antoine l'a dit, nous sommes une équipe qui est formée nous sommes 2 pharmaciennes. Et dans l'équipe, il y a également 7 chargés de mission territoriaux, donc qui sont répartis sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on propose un appui et un accompagnement de proximité donc sur l'ensemble du parcours de santé des usagers, donc aussi bien en établissement hospitalier, dans les établissements médico-sociaux ou aussi sur le parcours ville, voilà, avec objectif que les couvertures vaccinales des patients augmentent sur l'ensemble de la région. On travaille bien sûr en complémentarité des autres acteurs régionaux, donc Santé publique France, mesvaccins.net, les équipes mobiles d'hygiène ou encore le Centre régional d'antibiorésistance. Un bref rappel et pour vous expliquer un peu concrètement sur quel projet de vaccination on travaille. Donc l'ARS Nouvelle-Aquitaine porte des projets sur la vaccination, notamment une campagne de vaccination qui est organisée dans les collèges contre les papillomavirus et contre les méningocoques ACWY. Donc on travaille de manière étroite avec l'ARS sur le sujet et on travaille également sur les campagnes de vaccination grippe et Covid. On crée de nombreuses fiches mémo sur les recommandations vaccinales, donc que l'on s'attache à mettre à jour aussi régulièrement que possible. N'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, ils sont disponibles. Voilà, donc vous avez à l'écran l'adresse internet sur laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble de nos outils. Vous avez ici également un exemple des fiches mémo qu'on a créées cette année. Donc, on s'attache à développer une approche par population pour que quand vous avez un patient en face, vous puissiez bien sûr, en un coup d'œil, savoir les vaccins qui sont indiqués pour cette personne-là selon son âge. Et puis, on produit également des fiches sur le bon usage des vaccins. Et on produit également des outils pour les patients. Donc là, pour la semaine de l'allaitement maternel qui a eu lieu en octobre, on a fait un dépliant sur la vaccination et l'allaitement, mais qui est aussi que vous pouvez bien sûr consulter. En transition et pour introduire les retours d'expérience, donc depuis août 2023, les pharmaciens ont un droit de prescription et d'administration des vaccins. Donc on voulait vous refaire un point sur cette nouvelle compétence que vous pouvez avoir. Donc les pharmaciens qui sont concernés par le droit de prescription des vaccins sont les pharmaciens d'officine, les pharmaciens qui exercent au sein d'une PUI et les pharmaciens qui exercent au sein d'un laboratoire de biologie médicale. Les vaccins qui peuvent être prescrits par le pharmacien sont les vaccins du calendrier des vaccinations, donc que vous voyez à l'écran, selon les recommandations de ce fameux calendrier.
et pour les patients qui sont âgés de 11 ans et plus. Il y a une exception qui est précisée dans le texte de loi, on vous l'a remis, les pharmaciens ne peuvent pas vacciner les personnes immunodéprimées avec des vaccins vivants atténués, mais de toute façon, il y a une contre-indication. Donc de fait, ça ne se fait pas. Et à noter du coup que les pharmaciens ne peuvent pas prescrire les vaccins du voyageur. Puisque les vaccins du voyageur, les recommandations vaccinales ne sont pas éditées dans ce calendrier vaccinal, mais dans un document qui est édité par le Haut Conseil de santé publique. Les pharmaciens peuvent également administrer des vaccins. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils peuvent administrer les vaccins qu'ils peuvent prescrire. Sur les campagnes de vaccination contre la grippe et le Covid, donc on est en plein dans l'actualité. Les pharmaciens peuvent prescrire et administrer les vaccins contre la grippe, donc pour tous les patients à l'âge de 11 ans. Et on a une petite exception, c'est les vaccins contre le Covid qui peuvent être prescrits et administrés pour les patients à partir de l'âge de 5 ans. C'est la seule exception qu'il y a sur le fait qu'il y a un âge qui soit un peu différent. Il y a toujours une exception et là, pour le coup, ça concerne les vaccins contre le Covid. Pour pouvoir prescrire et administrer les vaccins, donc la formation à ces nouvelles compétences est désormais intégrée dans la formation universitaire des pharmaciens qui vont être diplômés, mais la plupart des pharmaciens qui sont diplômés et qui exercent en PUI ne sont pas formés. Donc il faut avoir été formé à la prescription des vaccins et également à son administration. Et à ce titre-là, donc on propose à l'Omedit une formation pour les pharmaciens hospitaliers de Nouvelle-Aquitaine qui a été élaborée en respectant un cahier des charges qui est très précis sur les attendus de cette formation. La première session de formation, donc c'est tout nouveau, a eu lieu les 13 et 15 octobre 2025 à Bordeaux, dans les locaux de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, que j'en profite pour remercier, bien sûr, pour la mise à dispo de ces locaux. On a formé du coup 19 pharmaciens de la région, une partie de l'équipe des pharmaciens du CHU de Bordeaux, qui nous avait fait remonter le fait qu'il y avait un besoin de formation et donc on a pu répondre à leurs besoins. Et fort du succès de cette formation, on proposera du coup 2 autres dates de formation en 2026. Donc vous les voyez à l'écran, les 23 et 24 mars et les 5 et 6 octobre. Ce sera également à Bordeaux. Et on communiquera bien sûr à travers notre programme de formation ces dates et vous pourrez vous inscrire si cela vous intéresse. Donc c'est une formation qui doit respecter 17h30 de formation. Bon, ça c'est l'arrêté qui fixe les attentes de la formation et qui fixe 17h30 de formation. Donc 14 heures de théorie, donc que l'on propose sur 2 jours en présentiel, voire en distanciel, si toutefois, au moins sur une journée, c'est possible d'assister à la formation en distanciel. Et puis on propose également une demi-journée de mise en pratique dans un centre de vaccination de la région. Et j'en profite également pour remercier les centres de vaccination qui accueillent ou qui vont accueillir l'ensemble des pharmaciens que l'on a formés sur la partie prescription. Donc la partie de formation au geste, elle a lieu pendant une demi-journée dans un centre de vaccination et vous avez à l'écran les centres de vaccination qui ont déjà pu ou qui vont accueillir prochainement des stagiaires, donc des pharmaciens qui souhaitent se former au geste. Donc il y a le centre de vaccination du CHU de Poitiers, le centre de vaccination international Santé Voyage du CHU de Bordeaux, donc qui est sur le site de Saint-André, le centre de vaccination de la ville de Limoges et le centre de vaccination du CH de Saintes. Et bien sûr, on a contacté ces centres de vaccination parce que ça correspondait à l'origine géographique des personnes qui étaient venues suivre la formation. Mais on peut bien sûr élargir à d'autres centres de vaccination si toutefois ils sont d'accord pour accueillir et pour vous accueillir. Je vais donc passer la parole à Younes Fourdaous, qui est pharmacien au CHU de Bordeaux et qui va vous faire son retour d'expérience sur l'impact d'une activité de pharmacie clinique sur la prescription des vaccins. Merci beaucoup. Merci. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis pharmacien au CHU de Bordeaux et comme l'a présenté Blandine, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place d'un point de vue activité de pharmacie clinique pour augmenter la prescription des vaccins au sein de nos unités. Donc, tout d'abord, moi, je travaille à Saint-André, sur le site de Saint-André.
Et sur l'hôpital Saint-André, on a au sein de 2 unités de médecine interne maladies infectieuses, historiquement, une activité de pharmacie clinique qui est vraiment bien implantée et développée dans les services depuis plusieurs années. Et au fur et à mesure de nos interventions, que ce soit de notre part à la pharmacie ou alors les retours qu'on a eus avec les différents médecins de ces services, il y a un constat qui était qu'on avait une faible proportion de vaccination intra-hospitalière au sein de ces services-là. On se rendait compte que la plupart des patients qu'on voyait, c'était des patients qui souvent, quand on regarde leur profil, sont éligibles à plus ou moins de vaccins du calendrier vaccinal. Et pourtant, que ce soit au moment de leur hospitalisation ou sur la prescription de sortie, c'est des patients pour lesquels on n'a eu aucune prescription qui a été faite dans les services, des patients pour lesquels on n'a jamais eu d'infos sur est-ce qu'ils sont à jour, est-ce qu'ils ne sont pas à jour de leur calendrier vaccinal. Et toutes ces informations-là n'étaient pas forcément recherchées au moment de leur hospitalisation. C'était quelque chose qui passait complètement à côté. Donc, fort de ce constat-là, on s'est réunis avec les médecins des différents services pour essayer de trouver une solution à mettre en place pour pallier à ce problème-là. Et de là est venue cette idée d'expérimenter une intervention de pharmacie clinique au sein de 2 unités de médecine interne infectio qui va être ciblée sur le vaccin. Et donc cette expérimentation, on a décidé de faire ça sur une période de 3 mois, entre septembre et novembre 2024. Et ça s'est présenté sous la forme d'une conciliation vaccinale. Conciliation vaccinale, qu'est-ce que c'est ? En gros, on voulait juste profiter du moment de la conciliation des traitements médicamenteux d'entrée, donc une activité qu'on réalisait déjà dans ces unités-là, pour, en plus de rechercher les traitements habituels du patient, on prenait un peu plus de temps pour rechercher les antécédents vaccinaux du patient, récupérer toutes les informations auprès du patient lui-même avec son carnet de santé, son entourage, le pharmacien d'officine qui était un relais plus qu'important comme pour la conciliation d'entrée, et aussi le médecin traitant. Donc au moment de la concile, on récupérait le traitement habituel plus les antécédents vaccinaux du patient. Et aussi cette conciliation vaccinale, ça s'est souvent fait à la demande du patient pour des patients à la demande des médecins pour des patients qui n'étaient pas forcément éligibles dans nos critères de conciliation des traitements médicamenteux d'entrée, mais pour des patients fragiles ou avec pas mal de comorbidités, pour lesquels les médecins identifiaient un besoin de savoir où ils en sont sur leur calendrier vaccinal et est-ce qu'il y a des vaccins à rattraper ou non. Et toutes ces informations-là, nous, au CHU, on a la chance d'avoir dans notre DPI un questionnaire antécédent vaccination qui existe. Et donc, pour tracer ces informations dans le dossier patient, c'était assez facile. Donc, toutes les informations qu'on a retrouvées ont été systématiquement tracées dans le dossier patient. Et c'est des informations qui sont mises un peu en en-tête du dossier. Et donc, à chaque nouvelle hospitalisation, on les verra tout le temps. Il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans des dossiers précédents. Donc, l'objectif de tout ça, c'était d'évaluer les taux de vaccination de nos patients hospitalisés, tout d'abord, savoir si nos patients, globalement, ils étaient déjà bien vaccinés, qu'il n'y avait pas besoin de faire de rattrapage à l'hôpital. Évaluer aussi l'impact de cette nouvelle activité de pharmacie clinique sur les prescriptions de vaccins. Et on a décidé, pour commencer, de cibler vraiment uniquement la vaccination DTP et la vaccination pneumocoque. Et enfin, d'essayer de déterminer pour des freins possibles à cette vaccination intra-hospitalière pour voir comment on pourrait s'améliorer. Donc là, il y a une petite coquille juste sur les dates dans cette diapositive, mais comment on a procédé ? On a fait un groupe pré-intervention. On a pris toutes les conciliations qui ont été réalisées dans ces 2 unités de médecine interne l'année précédente de notre intervention. Donc là, les dates ne sont pas bonnes, mais c'était entre septembre et novembre 2023. Pourquoi on a pris ces dates ? Pour éviter tout biais de temporalité. En gros, on s'est mis sur la même période l'année précédente, où il n'y avait pas d'intervention ciblée sur les vaccins, et sur une population identique, c'est-à-dire la population qui a reçu une conciliation médicamenteuse d'entrée. Et ensuite, on avait notre groupe post-intervention, c'est de septembre à novembre 2024, là où en plus de faire notre conciliation des traitements d'entrée, on a fait une recherche spécifique des antécédents vaccinaux. Et ensuite, on a comparé ces 2 groupes pour savoir si dans l'un, on avait significativement plus de prescriptions de vaccins que dans l'autre. Donc, pour les résultats, avant l'expérimentation, donc entre septembre et novembre 2023, 57 conciliations ont été réalisées dans ces 2 unités. Et au final, on avait seulement 13 patients, donc moins de 25% des patients qui avaient une bonne couverture vaccinale pour le pneumocoque, et seulement 8 patients, donc 14% des patients qui avaient une bonne couverture vaccinale pour le DTPC.
Donc une très grande majorité des patients n'étaient pas à jour de leur vaccination au moment de leur admission à l'hôpital. Et parmi du coup, ces 44 patients non à jour pour la vaccination pneumocoque, durant leur hospitalisation, on s'est rendu compte qu'en 2023, seulement 3 ont eu une vaccination durant l'hospitalisation et 2 seulement ont eu une ordonnance de sortie avec une vaccination pneumocoque prescrite dessus. Et idem pour le DTPC, sur les 49 patients non à jour, un seul patient a bénéficié d'une vaccination durant son hospitalisation et aucune ordo de sortie. Et après notre intervention, donc en 2024, on avait à peu près le même nombre de conciliations réalisées dans ces unités, 59. Là, les chiffres à l'entrée étaient encore plus mauvais, entre guillemets. On avait seulement 3 patients qui étaient avec une bonne couverture pneumocoque et 6 patients avec une bonne couverture DTPC. Et donc parmi les 56 patients qui n'étaient pas à jour de leur vaccination pneumocoque, là, on a eu 19 vaccinations durant l'hospitalisation, donc 34% des patients non à jour initialement, et 2 ordos de sortie. Et pour le DTPC, sur les 53 patients non à jour, on a eu 10 vaccinations anti-DTPC durant l'hospitalisation, donc ça représente à peu près 20% des patients qui n'étaient pas à jour, et aucune ordo de sortie là encore. Donc si on compare un peu ces taux de prescription de vaccination anti-DTPC et anti-pneumocoque avant et après intervention ciblée du pharmacien dans le parcours de soins, on se rend compte quand même qu'on a une augmentation significative des taux de prescription. Pour le pneumocoque, on passe de 11% à presque 38%. Et pour le DTPC, on passe de 2 à 19%. Donc il y a une augmentation significative à chaque fois. Donc qu'est-ce qui ressort de cette première expérimentation ? Tout d'abord, chose marquante, la couverture vaccinale des patients qui sont admis en hospitalisation, elle est loin d'être bonne, elle est même plutôt catastrophique. On voit pour le pneumocoque, on avait 95% des patients qui étaient éligibles à cette vaccination pneumocoque et qui pourtant ne l'avaient pas eu. Et pour le DTPC, c'était 90%. L'intégration de cette recherche des antécédents vaccinaux dans notre activité de routine de pharmacie clinique, là on a pu démontrer qu'il y avait un impact significatif sur la prescription des vaccins et que donc c'est vraiment une plus-value qu'on peut apporter dans les services de soins. Et fort de ces résultats encourageants, en 2025, en concertation avec les autres pharmaciens du CHU de Bordeaux et les autres services, on a décidé d'élargir cette activité et de l'étendre à différents services du CHU. Et au total, je crois qu'on avait élargi ça sur, je crois que c'est la diapo d'après, sur 13 services d'hospitalisation au total, 13 services qui, eux aussi, dans leur pratique habituelle, avaient intégré déjà depuis plusieurs années la pharmacie clinique dans le service. Et donc, on a élargi cette activité. Là, les résultats sont encore en cours de publication, donc je ne vais pas les présenter dans le détail comme ici. Mais les résultats, globalement, sont similaires à l'expérimentation initiale qu'on a fait sur Saint-André. On a toujours des variations entre services. Des services, on a des résultats bien meilleurs que d'autres. Ça, c'est des différences intra-services avec des habitudes de prescription différentes. Mais ce qui ressort, c'est qu'on a toujours une proportion importante de patients hospitalisés non à jour de leur vaccin. Pour une ordre d'idée, là, on avait à peu près plus de 250 patients dans cette cohorte. Et en 2025, sur ces 250 patients, on avait 77% des patients qui n'étaient pas à jour de leur pneumocoque. Donc des chiffres, là encore, pas très bons. Là encore, l'intervention pharmaceutique a permis une augmentation significative des prescriptions de vaccins DTPC et pneumocoque dans les unités de soins. Et donc tout ça, ça nous a poussé à la conclusion que c'est une activité de pharmacie clinique qui a pérennisé et à étendre à l'ensemble de nos services. Malgré tout ça, malgré cette activité et ces bons résultats, on se rend compte quand même qu'on a toujours une part non négligeable de vaccinations qui ne sont pas reprises et represcrites durant l'hospitalisation. Là, sur les chiffres qu'on a vus précédemment, on était passé par exemple de 2% à 30%, mais ça veut dire qu'on a toujours 70% des patients qui sont éligibles à recevoir une vaccination pneumocoque ou des TPC, mais qui ne la reçoivent pas durant l'hospitalisation. Donc, on a essayé de réfléchir à comment optimiser encore plus un peu ce parcours patient et ce circuit au niveau de la vaccination. Hop. Et comme l'a présenté Blandine, en 2023, il y a un décret qui est paru qui permet aux pharmaciens de prescrire et d'administrer lui-même des vaccins.
Et donc, suite à ça et à la formation qu'a proposée l'Omedit, 8 pharmaciens du CHU ont participé à cette formation vaccination. Et l'objectif, c'est d'intégrer ça clairement dans notre parcours patient et dans le parcours de pharmacie clinique du patient. C'est qu'en plus de faire la conciliation vaccinale, de rechercher les informations vaccinales, de savoir si le patient il est à jour, il n'est pas à jour, sur quoi il n'est pas à jour, quand on voit que le patient n'est pas à jour sur certaines vaccinations, si on arrive à le convaincre du bienfait de cette vaccination, si le service de soins est OK, on peut prescrire directement nous-mêmes ce vaccin en question, voire l'administrer nous-mêmes dans le service. Tout ça en collaboration avec le service de soins. Et en fait, ce qui ressortait un peu des différentes discussions qu'on avait avec les prescripteurs, c'est que souvent, même si on les informait, on leur disait pour monsieur untel, le vaccin pneumocoque n'est pas à jour, il faudrait le represcrire. Ils nous disent oui, je vais le faire. Ils l'oublient, le patient sort, il faut vite libérer la place, ils n'ont pas le temps. Enfin, il y a toujours une excuse pour ne pas le faire. Et là, ça pourrait être l'occasion vraiment de rattraper un peu plus toutes ces situations où il faut aller vite, des fois, pour libérer de la place, et où on n'a pas le temps de vacciner forcément le patient. Et également, comment renforcer cette dynamique ? En septembre, on a mis en place sur le site de Saint-André des formations visées, co-animées par les infectiologues et la pharmacie. Et là, c'était vraiment destiné sur les services d'onco. Pour l'instant, on a commencé sur ça. C'était des staffs, entre guillemets, actualité vaccinale, où on a ciblé vraiment la discussion sur les nouvelles recommandations vaccinales du calendrier 2025, en spécifiant sur la vaccination du patient immunodéprimé dans un service d'onco, pour reprendre avec eux vraiment point par point et vaccin par vaccin, qu'est-ce qu'on peut faire avec un patient qui a une chimiothérapie, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, les délais à respecter et les différentes situations un petit peu particulières qu'on peut rencontrer. Donc les prescripteurs étaient très contents et donc on se pose la question d'étendre ce genre de staff infectio-pharmacie à plus de services. Une des limites quand même qu'on peut faire ressortir de tout ça, et on commence de plus en plus à nous parler, ça sera au niveau du coût. Quid du coût intra-hospitalier pour cette vaccination? Si on augmente massivement la vaccination de Prevnar, de Shingrix, des vaccins qui sont quand même plutôt coûteux par rapport à d'autres, ça sera un coût supplémentaire pour l'hôpital. Donc pour l'instant, nous au CHU, on ne nous embête pas trop encore avec ça, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les centres. Et même nous, là à Saint-André, on commence à de plus en plus nous dire votre taux de prescription de Shingrix a trop augmenté. Est-ce que pas réévaluer tout ça? Donc ça, c'est forcément après qui prendra en charge le coût. Si on ne le fait pas à l'hôpital, on a bien vu que forcément en ville, ce n'est pas toujours le cas vu les taux de couverture vaccinale qu'on a qui ne sont pas très très bons. Donc c'est une question plus large à poser. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup Younes. Oui, effectivement, sur le coût des vaccins, c'est vrai que vous êtes plusieurs pharmaciens à nous faire remonter cette problématique. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus pour les vaccins qui existent. Il y a des expérimentations qui sont en cours et on espère qu'il puisse bientôt y avoir effectivement une prise en charge ou du moins des réponses apportées. Je vais passer du coup la parole au docteur Ayadi, qui est pharmacienne au CH de Cognac. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Omedit Nouvelle-Aquitaine et puis Blandine aussi de m'avoir invité à participer et à partager l'expérience et à vous faire un petit retour sur notre rôle et l'implication du pharmacien aux hôpitaux de Grand Cognac. Alors, nous, on s'est lancé dans cette démarche et dans la réalisation des bilans de vaccination depuis un petit moment, depuis septembre 2021. On a commencé dans un service de médecine polyvalente et on a décidé de commencer parce qu'il y avait un contexte particulier à l'époque. On était en pleine pandémie de Covid-19 et comme vous le savez tous, c'est à ce moment-là que le poids de la vaccination a été mis en évidence, en lumière dans la prévention des formes graves. Et on a tous vu qu'il était nécessaire de mettre en place une meilleure éducation en ce qui concerne les questions autour de la vaccination. Pendant cette période, on a assisté au renforcement du rôle du pharmacien, notamment dans toutes les actions de santé publique. Et c'était aussi le cas pour le pharmacien hospitalier, qui a vraiment été à ce moment-là un acteur clé en ce qui concerne la stratégie vaccinale. Alors c'est vrai qu'au début, on était plutôt impliqués dans des questions de logistique, d'aide à la mise en place des vaccinations. Mais par la suite, le pharmacien hospitalier s'est vraiment imposé comme un coordinateur du parcours vaccinal auprès des patients.
Et c'est vraiment et c'est cette dynamique qui finalement a contribué à ancrer la vaccination dans nos activités de pharmacie clinique, au même titre que les activités de conciliation médicamenteuse et de réalisation de bilan de médication. Donc, comment est-ce qu'on fait nos bilans de vaccination de façon très concrète aux hôpitaux de Grand Cognac? Donc, comme je vous l'ai dit, on a commencé dans un service de médecine polyvalente, puisque en fait, c'était le seul service dans lequel nos activités étaient déployées à ce moment-là. On a par la suite intégré la réalisation de ces bilans de vaccination dans nos activités de routine, et ça a été étendu en fait aux autres services où on intervenait. Donc dans tous les services d'hôpitaux de jour et plus ou moins aux urgences quand on a le temps. Donc initialement, on s'est focalisé sur la vaccination Covid-19, grippe et pneumocoque, et ensuite on a étendu au DTP et plus récemment au Zona. Nos objectifs, c'était vraiment d'identifier le statut vaccinal des patients hospitalisés, de faciliter les rattrapages vaccinaux, soit pendant l'hospitalisation, soit à la sortie, mais aussi de renforcer la coordination entre l'hôpital et la ville, dans l'objectif d'améliorer la couverture vaccinale des patients. Alors, en pratique, je pense qu'on procède un peu tous de la même façon, mais je tenais à le repréciser. On détermine, nous, le statut vaccinal à partir de minimum 3 sources. On fait un entretien pharmaceutique par la suite ciblé sur la vaccination en fonction des rattrapages à effectuer par le patient. Nous, on a créé des documents qu'on remet à chaque fois. Par la suite, on propose aux patients, et donc ça se fait toujours en accord avec l'équipe médicale, on propose un rattrapage pendant l'hospitalisation ou en ville. On s'occupe aussi de la traçabilité de l'acte vaccinal dans le DMP. Et dans le cadre du lien ville-hôpital, on va transmettre nos comptes rendus avec la mention des rattrapages vaccinaux, soit qui ont été effectués pendant l'hospitalisation ou soit à effectuer en ville. Alors dans ce cadre-là, nous, on a réalisé 2 grands projets jusqu'à présent autour de la vaccination. Donc le premier, c'est la vaccination des personnes à risque d'infection dans le service de médecine polyvalente. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fonctionné de la même façon. Donc détermination du statut vaccinal Covid, grippe et pneumocoque à partir de minimum 3 sources. Donc c'est toujours l'appel à la pharmacie, la consultation de carnet de vaccination quand c'était disponible. On consultait le dossier pharmaceutique, la plateforme de l'assurance maladie vaccin Covid qui existait à l'époque, et puis on pouvait être amené à appeler soit l'infirmier, soit le médecin traitant en cas de manque d'informations. L'entretien pharmaceutique ciblé sur la vaccination, il avait pour objectif à la fois de présenter la maladie, le vaccin, le schéma vaccinal, mais aussi de répondre aux questions des patients, de leur présenter les bénéfices de la vaccination, de répondre à leurs attentes et éventuellement à leurs réticences, mais aussi de recueillir les motifs de refus de vaccination. En ce qui concerne l'organisation du rattrapage vaccinal, nous, on avait beaucoup briefé nos médecins. Donc du coup, ils étaient quand même assez impliqués dans le process. Donc soit le rattrapage était effectué pendant l'hospitalisation, en l'absence de contre-indication. Donc ça, on le proposait systématiquement pour la Covid-19, très souvent aussi pour la grippe. Et pour le pneumocoque, en raison du coût du vaccin, on préférait donc que le médecin du service nous fasse une ordonnance médicale pour que le rattrapage puisse être effectué lors du retour à domicile. Là encore, on transmet le compte-rendu donc aux professionnels de santé de ville du patient pour les informer des statuts vaccinaux et des rattrapages effectués. Et dans le cadre de cette petite étude, on avait fait un suivi de la réalisation des rattrapages en appelant les patients à J+30 après l'hospitalisation. Donc à ce moment-là, donc c'est une petite étude qu'on avait réalisée entre novembre 2021 et février 2022. Sur les 80 patients qui avaient été hospitalisés pendant cette période, il y a 62 patients qui ont bénéficié d'un entretien pharmaceutique. Et quand on regarde un petit peu les données à l'admission, on voit bien que les résultats sont un petit peu différents en fonction du type de vaccination. Donc pour la Covid et la grippe, on avait à peu près 50% de nos patients qui étaient vaccinés. Mais pour le pneumocoque, on voit très bien, nos patients étaient très largement non vaccinés ou incomplètement vaccinés. Toujours est-il qu'à la suite de l'entretien, on a quand même beaucoup de patients qui ont accepté un rattrapage, donc 100% pour la Covid-19.
Pour la grippe, on avait 60% environ de nos patients qui avaient accepté un rattrapage et 50% pour le pneumocoque, ce qui était quand même pas mal. On avait essayé d'identifier les motifs de non-vaccination avant l'entretien et de refus après l'entretien pharmaceutique. Donc c'était très variable aussi en fonction des maladies et des vaccins. Pour la Covid, ce qui en ressortait, c'est qu'il y avait, là on était en pleine troisième injection, si je ne me trompe pas. Donc souvent les patients ne savaient pas qu'il y avait un rappel à faire. Donc l'hospitalisation a vraiment été une opportunité pour leur faire des rappels. Et puis pour tout ce qui est grippe et pneumocoque, on voit quand même que les motifs de refus principaux au nom de vaccination, c'était plutôt le fait que les patients ne se sentaient pas concernés par la maladie et qui jugeaient que la vaccination n'était pas forcément une priorité pour eux. On a fait un suivi téléphonique à J+30 et on a pu contacter 17 patients. Et donc on a quand même une très grosse proportion de patients qui s'est fait vacciner, puisqu'on a plus de 80% qui se sont fait vacciner. Et à la sortie, on a obtenu quand même d'assez bons résultats. 100% de nos patients étaient vaccinés contre la Covid. Alors je vois pas très bien. 82 pour la grippe et pour le pneumocoque, on était à 50%. Donc ce qui montre bien que l'implication du pharmacien a été vraiment bénéfique pour améliorer la couverture vaccinale de ces patients à risque. L'autre grand projet qu'on a mis en place, donc c'est un peu plus récent, c'était le projet Notre Docteur Junior. C'était un travail sur l'amélioration de la couverture vaccinale antipneumococcique des patients atteints d'insuffisance cardiaque en hôpital de jour. Donc nous, on intervient beaucoup en hôpital de jour pour nos patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque. Et comme pour tous les autres patients, ils ont bénéficié de bilans de vaccination, mais on a décidé de se focaliser sur le pneumocoque, puisque ce sont des patients qui sont très à risque d'infection respiratoire. Il faut savoir qu'il y a un risque doublé de pneumonie chez ces patients et qui est quadruplé de mortalité. Donc pour nous, c'était très important d'insister sur ce point. Sachant que, comme le rapportent beaucoup d'études, on a une couverture vaccinale qui est très faible. En France, elle est de 3%. Et ça s'explique. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues dans notre cohorte de patients. Les patients ne connaissent pas forcément la maladie, ne sont pas au fait des recommandations. Il faut savoir aussi que pendant un certain temps, le schéma vaccinal pour le pneumocoque était assez complexe. Donc ça pouvait perdre à la fois les patients, mais aussi les médecins. Et on a remarqué qu'il y avait quand même aussi une implication insuffisante des soignants pour proposer de façon, on va dire, un peu plus active cette vaccination. Donc on a procédé de la même façon, on a procédé à une détermination du statut vaccinal antipneumococcique, toujours à partir de 3 sources. Là encore, on a réalisé un entretien pharmaceutique ciblé sur la vaccination. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que pour pas qu'il y ait de loupé, on a demandé, nous, à notre cardiologue de nous préparer des ordonnances pour la vaccination pneumocoque à l'avance. Et dès que le patient était d'accord, nous, les pharmaciens, on remettait tout de suite l'ordonnance au patient pour pas qu'il y ait de loupé et de perte de suivi. Donc là encore, notre compte-rendu était transmis au personnel de santé de ville. Et dans le cadre de cette étude, on a effectué un suivi, là encore téléphonique, mais à 3 mois cette fois-ci. Donc l'objectif de notre étude, c'était vraiment de voir d'évaluer en fait finalement l'impact de ces bilans de vaccination sur la couverture vaccinale antipneumococcique des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Mais on voulait aussi aller un petit peu plus loin et identifier les facteurs déterminants d'adhésion à la vaccination et aussi les motifs de refus et de non-réalisation de la vaccination. Donc pour faire un petit peu vite, nous, c'est une étude qu'on a réalisée de façon rétrospective entre le 9 janvier 2024 et le 30 avril 2025. On a eu dans notre cohorte, on a pu suivre 98 patients qui ont bénéficié d'un bilan de vaccination. Et malheureusement, 2 patients sont décédés. Donc on a fait un suivi de la couverture vaccinale pour 96 patients. Donc dans notre cohorte, on avait 68% d'hommes et 31% de femmes, ce qui est c'est un profil de patient similaire à ce qu'on retrouve dans la littérature. Alors, quand on regarde un petit peu les données à l'admission, on se rend compte que donc on avait seulement 8 patients qui étaient vaccinés, qui avaient un statut vaccinal complet pour le pneumocoque, 3 qui avaient un statut vaccinal incomplet, ils n'avaient pas fait leur appel, et on avait malgré tout 95 patients, soit 89% de notre cohorte de patients non vaccinés. Donc ce qui nous fait une couverture vaccinale à l'admission qui est de 7,5%. Donc dans la littérature, on retrouve un chiffre plutôt de 3%. Nous, on était légèrement supérieur, mais ça reste quand même très en dessous. En tout cas, on était sur des chiffres qui n'étaient absolument pas optimaux.
donc en post-intervention pharmaceutique et quand on a fait notre suivi à 3 mois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on a 52% sur les 83% qui ont accepté un rattrapage initialement avec nous, qui ont accepté de se vacciner, ce qui nous fait une couverture vaccinale de 54%, ce qui est pas mal, puisque ça montre bien que le pharmacien a eu un impact significatif sur l'amélioration de cette couverture vaccinale. Il y a quand même quelques patients qui n'ont pas fait leur rattrapage une fois qu'ils sont retournés à domicile. Ça concernait 29 patients. Et donc, ils nous ont indiqué qu'ils avaient besoin, pour certains, d'un délai de réflexion supplémentaire. Dans certains cas, les patients avaient oublié. Et pour d'autres, ils ont indiqué ne pas avoir eu le temps de faire la vaccination. Ensuite, très rapidement, on a essayé comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de déterminer quels pouvaient être les facteurs d'adhésion à la vaccination. Donc, on a essayé de regarder si le sexe des patients pouvait être un facteur déterminant. Donc, bien qu'en regardant les chiffres, les hommes se sont un petit peu plus fait vacciner que les femmes, on n'a pas retrouvé de différence statistiquement significative dans ce cas de figure, ce qui montre que le sexe n'était pas un facteur prédictif d'adhésion à la vaccination antipneumococcique. On a regardé la classe d'âge et là, on a quand même remarqué qu'il y avait... que c'est principalement nos patients les plus jeunes, donc de moins de 75 ans qui se sont fait vacciner. Et dans ce cas de figure, on a pu retrouver une association significative entre la classe d'âge et la réalisation effective de la vaccination. L'autre critère, c'était la vaccination antigrippale. Et on a remarqué que les patients qui étaient vaccinés contre la grippe avaient très largement tendance à accepter une vaccination contre le pneumocoque. Et ça, c'est une donnée qu'on retrouve souvent dans la littérature. Ceux qui sont vaccinés contre la grippe acceptent très souvent les autres vaccinations qui leur sont recommandées. Et ensuite, on a essayé de regarder le profil d'intervenant. On s'est demandé s'il pouvait y avoir une différence lorsque l'entretien ciblé sur la vaccination était réalisé soit par l'interne, soit par le pharmacien clinicien. Et là, on n'a pas retrouvé de différence significative, ce qui montre que finalement, ce qui est important, c'est que le professionnel soit bien formé pour que la vaccination soit acceptée par le patient. Alors, Blandine et Younes en ont parlé tout à l'heure. C'est vrai que nos patients acceptent de se vacciner en grande partie, mais on a quand même encore quelques patients réticents. Et une des mesures qu'on voulait mettre en place, c'était de prescrire directement les vaccins, enfin que les prescriptions soient réalisées par le pharmacien hospitalier. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis mai 2025. On a commencé typiquement pour nos patients d'hôpital de jour de cardiologie et on a étendu cette activité de prescription aux autres secteurs dans lesquels les pharmaciens cliniciens interviennent. Pour l'instant, donc, je n'ai pas encore de données à vous présenter, c'est encore un peu préliminaire, mais on a un retour qui est très positif des équipes médicales. Qui sont très contents qu'on s'approprie cette thématique vaccination du début à la fin, puisqu'ils nous laissent vraiment le champ libre pour faire les entretiens et ils sont très contents qu'on puisse aussi prescrire et ils ne se cachent pas de nous dire que ça leur fait aussi gagner un peu de temps. Et on a aussi une très bonne adhésion des patients qui au début sont quand même surpris qu'on leur remette une ordonnance, mais ils trouvent ça aussi très bien. Et après, juste pour terminer, je voulais aussi montrer que le pharmacien hospitalier a un rôle auprès des patients, mais aussi au sein de l'hôpital. Puisque nous, on travaille beaucoup avec l'équipe opérationnelle d'hygiène. Et on est très impliqué dans la mise en place et le déroulement de la campagne de vaccination. Donc c'est le cas en ce moment pour la grippe et la Covid-19. Donc on essaye de sensibiliser le personnel et les équipes médico-soignantes. Et cette année, on a essayé d'être un petit peu innovant en mettant en place des actions de communication et de pédagogie un peu différentes. Donc on a mis en place un petit quiz de 5 questions et on a décidé de récompenser les meilleurs répondants. Donc ça, c'est un petit peu pour motiver les gens. Et on a mis un challenge grippe en place au sein de notre établissement. Donc pour les équipes qui comptent le plus d'agents vaccinés, il y aura des lots à gagner. Voilà, donc ça c'est pour les stimuler un peu et peut-être augmenter notre indicateur vague. On verra les résultats à la fin de l'année. Bon. Et on est très impliqué aussi, on va très souvent vers les équipes parce que souvent ils n'ont pas tendance à venir vers nous. Donc on organise des petits staffs, des temps d'échange et de formation. Et régulièrement dans l'année, on fait des cafés info-vaccins. Donc là en ce moment c'est sur la grippe et la Covid, mais régulièrement les thématiques changent dans l'année.
Donc juste pour terminer, donc nous on a tous un rôle à jouer dans la vaccination et c'est le cas du pharmacien hospitalier. On a un rôle à jouer aussi bien auprès des patients que du personnel. Donc auprès des patients, on va être vraiment un acteur pour identifier les besoins vaccinaux, organiser le parcours vaccinal, informer, rassurer, accompagner les patients. Là je pense qu'on est tous convaincus que le pharmacien contribue activement à l'amélioration de la couverture vaccinale. Et voilà, on a un rôle à jouer aussi auprès du personnel de nos établissements de santé, en mobilisant les équipes autour de toutes ces questions de prévention et de vaccination. On peut participer pleinement aux campagnes de vaccination et développer des actions innovantes pour les motiver. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter un petit peu, Myriam, vous aviez pas, j'ai vu sur les diapositives, mais vous n'en avez pas parlé à l'oral. Sur le niveau de diplôme, c'était écrit que dans la littérature, vous reveniez sur le fait, alors attendez, je remets, voilà, que l'implication d'un professionnel qui serait formé à l'entretien motivationnel, ça aurait un impact plus que le niveau de diplôme du professionnel. Voilà, je vous laisse peut-être préciser. Alors, il y a plusieurs études qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre des étudiants en médecine ou en pharmacie versus médecins, pharmaciens. C'est vraiment la qualité de la formation qui compte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a un impact significatif. Mais là, en tout cas, dans notre cohorte de patients, il faut croire que nos internes sont bien formés, et tant mieux. Et donc, il n'y a pas eu de véritable différence dans nos résultats, ce qui est plutôt bon signe. Voilà. Et j'en profite du coup pour passer un message sur les entretiens motivationnels. L'Agence régionale de santé a organisé un webinaire en octobre sur lequel vous avez du contenu, une introduction à l'entretien motivationnel. Donc n'hésitez pas à le regarder pour ceux que ça intéresse. Ça aborde l'entretien motivationnel par rapport à la vaccination, mais c'est une pratique que vous pouvez également utiliser sur d'autres thématiques et qui vous permet de pouvoir apprendre à répondre aux questions des patients qui sont les plus fréquentes sur la vaccination. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui, Renaud Dulin, pharmacien à Libourne et Sainte-Foy. Merci pour vos deux présentations, c'est assez stimulant. Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, est-ce que c'est bien d'avoir lancé cette démarche à l'hôpital, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que très vite, en fait, on motive nos confrères officinaux pour qu'ils prennent le relais de ce type de démarche ? Parce que je ne sais pas si à l'hôpital, ça va être tenable dans le temps. Entre le temps consacré et le coût que vous avez pointé, je ne suis pas sûr que ce soit tenable sur le long terme. Oui, bien sûr, bonjour. Évidemment qu'il faudrait qu'il y ait un relais qui soit fait et que tous les intervenants dans le parcours patient soient impliqués dans cette prise en charge vaccinale, que ça ne soit pas juste, entre guillemets, le fardeau de l'hôpital à revacciner systématiquement tous les patients au moment de leur hospitalisation, mais que ça soit une démarche plus globale où dès la ville, les soins en ville, le médecin traitant mettent à jour régulièrement le carnet de vaccination, regardent le patient, il est éligible à avoir telle et telle vaccination. C'est une démarche vraiment beaucoup plus globale. Après, moi, c'est mon point de vue peut-être un peu centré sur... je me vois mal dire non, ne pas vacciner des patients pour l'instant sensibles, fragiles. Mais oui, sur le long terme, je pense que cette situation ne sera pas tenable sans financement extérieur ou sans prise en charge spécifique sur la vaccination. Ça représente un coût. Par exemple, le Shingrix, c'est presque 175 €, je crois, une vaccination. Le pneumocoque avec le Prevnar 20, on est aux alentours des 50 €. Donc ça, multiplié par le nombre de patients qui passent en hospitalisation sur des séjours de plus en plus courts, c'est un coût qui est certainement pas négligeable dans ce contexte de tension budgétaire, je pense, pour tout le monde ici. Je sais pas si tu veux rajouter. Non, je suis assez d'accord avec Younes. C'est une thématique qui doit être appropriée par les pharmaciens. Ça, je suis d'accord aussi, d'officine. C'est vrai qu'ils sont un peu lancés dans le geste et pas forcément dans l'entretien comme nous on fait.
Je pense que nous, déjà, c'est un petit peu ancré parce que, comme l'a très bien dit Younes, on fait nos bilans de médication. Donc, c'est une démarche qui est un peu automatique chez nous. Et puis, comme vous l'avez dit, ça prend du temps. Donc, il faut appeler, recouper les sources, tracer. Nous, on a aussi les antécédents du patient. Donc, peut-être qu'on se sent un peu plus serein pour proposer une vaccination, ce qui n'est peut-être pas le cas d'un pharmacien d'officine. Mais peut-être qu'il faudrait aussi, comme il y a des entretiens anticoagulants en officine, faire vraiment des vrais entretiens vaccination. Mais ça veut dire qu'il faut prendre le temps, parce que nous, quand on les fait, alors c'est très variable d'un patient à l'autre, on ne peut jamais l'estimer, mais il nous faut quand même une bonne demi-heure pour la partie vaccination, entre le recueil et la présentation des vaccinations, des schémas, remise des documents, les motiver aussi, parce que parfois, ils ont plein d'arguments, donc il faut déconstruire tout ça. Voilà. Ça demande aussi beaucoup de formation, donc à voir si les pharmaciens d'officine sont formés. Mais oui, ça doit être complémentaire de ce qu'on fait, absolument. Juste pour Karine pharmacien conseil, pour dire qu'en pharmacie de ville, effectivement, ça fait partie de ce qui est mis en avant dans les bilans de prévention, pour lesquels également les médecins, les infirmiers peuvent faire les démarches, mais les pharmaciens d'officine, comme c'est aux âges clés de la vie, 45 ans, ça en fait partie, 65 aussi. Donc à ce moment-là, ça fait partie des items qui doivent aborder avec le patient. Alors on est d'accord, il n'y a peut-être pas le temps dédié pour l'entretien motivationnel. Par contre, logiquement, les patients à qui ils proposent ces entretiens de bilan, de prévention, souvent ce sont des patients de leur patientèle. Donc le dossier, ils l'ont. Ils ont eu l'occasion de savoir s'il y avait des vaccinations ou pas. En tout cas, c'est l'occasion d'aborder la question. Et ils peuvent tout à fait programmer, ce qui est dans l'intérêt, puisqu'ils peuvent prescrire et administrer, programmer le rendez-vous pour faire l'administration du patient derrière. Et vous parliez des patients à qui vous faisiez les recommandations hautes et qui ne faisaient pas la démarche derrière. Là, l'intérêt, c'est que au renouvellement, c'est marqué dans le dossier du patient et le pharmacien peut poursuivre la démarche de convaincre ou renvoyer vers le médecin s'il y a des réticences vaccinales et que le patient demande la validation du médecin. C'est vrai que les chiffres sont effarants en termes de non-couverture vaccinale. On est d'accord. Enfin, c'est une mission qui a été mise en place aussi et qui est financée, parce que le pharmacien, enfin les professionnels qui l'appliquent sont rémunérés pour la faire, pour faire le bilan, et ensuite ils sont rémunérés pour prescrire, administrer le vaccin, sur laquelle l'assurance maladie est particulièrement engagée sur la ville. Mais tout ce qui peut être complémentaire, et puis sur un plan psychologique, je pense que le patient, dans un contexte d'hospitalisation, est peut-être plus ouvert à des recommandations sanitaires de l'équipe de soins et moins enclin de dire non. Enfin, c'est peut-être une fausse impression que j'ai, peut-être qu'en comptoir de ville. Donc, l'effet persuasif est démultiplié. Effectivement, je pense qu'il faut plutôt le voir comme une opportunité que ce soit fait à l'hôpital, plutôt que comme le fait que ce soit fait systématiquement à l'hôpital. Mais c'est que là, comme il y a tout un travail qui est fait de conciliation, c'est vrai qu'intégrer les vaccins, finalement, il faut plus le voir comme une opportunité, je pense. Mais je pense que la ville nous dirait pareil. Non, mais si vous voulez, c'est comme quand après un bilan de médication, il y a des médicaments qui sont enlevés de l'ordonnance parce que finalement, ils n'étaient pas pertinents. C'est vrai que c'est fait à l'hôpital, mais ça aurait pu être fait en ville aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour, Cécile Guiton, je suis pharmacien en ASMR. Je rejoins Renaud Dulin sur le fait que faire ça à l'hôpital, c'est bien sûr que dans notre rôle de santé publique, c'est génial, mais en pratique, ça prend du temps et il n'y a aucun codage ou quoi que ce soit à l'heure actuelle qui fait que ça nous inciterait à le faire d'un point de vue financier. Donc nous, on est très enclin à vouloir le faire, mais nos directions beaucoup moins. Et autre question qui est beaucoup plus technique, c'est comment vous le tracez dans le DMP, si ce n'est une ligne dans la lettre de sortie ou dans le compte-rendu d'hospice. Comment vous tracez cette vaccination dans le DMP pour que ce soit facilement, que ce soit vu par la ville en fait de manière rapide. Ça, je pense qu'on a... Nous, au CHU en tout cas, dans le DMP, on le trace, on fait deux choses différentes. On a, comme je vous disais, un questionnaire dédié antécédent allergie vaccin.
Et c'est un questionnaire qui permet de lister vaccin par vaccin. On choisit ces différents items à cocher. Et on choisit pour chaque vaccin, on peut marquer date de la première prise, premier rattrapage, etc. Et ce questionnaire, l'avantage qu'on a, c'est vraiment spécifique du CHU, ça, c'est qu'il se met en en-tête du dossier patient. Donc à chaque nouvelle venue en hospitalisation, le questionnaire sera toujours visible en premier sur le dossier patient. Et donc il suffit d'un clic au prescripteur pour avoir tout l'historique vaccination complété dans ce questionnaire-là. Donc nous, on le remplit systématiquement à chacune de nos interventions. Et ça permet de gagner du temps. En fait, ça nous prend du temps lors de la première venue du patient en hospitalisation. Mais pour des patients qui viennent de manière régulière chez nous, quel que soit le service du CHU, ça nous permet de retrouver après en un clic toutes les infos vaccinales. Et c'est un questionnaire qu'on peut faire vivre au fur et à mesure des venues du patient. Donc à chaque fois que le patient revient, on complète le questionnaire en mettant un jour, ben voilà, là, en février 2025, il a reçu une dose de vaccin Covid, boum, on le met à jour. Et ça, c'est en interne. Et après, du coup, deuxième chose qu'on fait, c'est comme Myriam le disait, au moment de nos courriers qu'on fait sur les conciliations de sortie, par exemple, on remplit systématiquement à destination du pharmacien d'officine et du médecin traitant ce qui a été fait au niveau des vaccinations sur le service et ce qui doit être fait à la sortie, par exemple une dose de Shingrix à M2, quelque chose comme ça. Et on essaye d'informer la ville sur ce lien ville-hôpital. Parce que dans mon espace santé sur le DMP, il y a vraiment un espace santé sur la vaccination. Oui. Et on peut le faire. Nous, en fait, on a la main. Hein. Quand on se connecte, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Il y a toute une section vaccination. On peut ajouter une vaccination. Donc, il y a la date, on renseigne le numéro de lot. Donc, ça paraît bien. Et nous, en plus, donc, on envoie notre courrier par mail, par messagerie sécurisée, mais on le met aussi dans le DMP. Donc normalement, je sais que ce n'est pas toujours le cas, hein, après c'est la difficulté qu'on a, mais en tout cas, si des soignants ont envie de regarder dans le DMP, ils trouvent l'information. Ouais, s'ils cherchent bien. Parce que si c'est juste dans le courrier de sortie qui fait 5 pages. Mais voilà, nous, chaque courrier de sortie est forcément mis dans le DMP de façon systématique, donc l'information, elle peut être retrouvée facilement. Okay. Après, je ne sais pas comment font les professionnels de santé de ville, mais c'est vrai que nous c'est systématique, hein, la consultation du DMP, hein, quand on fait nos bilans de médication, c'est un outil dont on peut vraiment plus se passer et qu'on utilise depuis 2 ans, à peu près. Et autre question technique, pour la prescription sur vos DPI, vous avez dû, avec un profil pharmacien, moi je pense que je ne peux rien prescrire, pas de vaccin encore. Vous avez dû voir avec votre DSI pour avoir le... Oui, c'est possible. C'est pour ça que j'avais fait une petite capture d'écran pour montrer comment ça se présentait sur notre logiciel de prescription des vaccins. Non, je crois que ça doit être l'une des dernières diapos. Voilà. Ouais. Là, tout en bas, ça apparaît comme ça. Et ensuite, nous, on a pu... en fait, il y a un code maintenant qui existe, prescription des vaccins, au même type que bilan de médication, d'entrée ou de sortie. Alors, effectivement, on n'a pas de rémunération, mais on le cote. C'est un acte qu'on peut incrémenter dans le DPI. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Non. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux.